C'est une sensation d'étouffement, un vertige total, devant une descente aux enfers qui prend aux tripes et refuse de lâcher. Ah, c'est clair que ça prend direct à la gorge. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'expérience est foudroyante. On parle ici de Nana d'Émile Zola. Un classique absolu. C'est une plongée brutale dans la chair, la lutte des classes et l'hypocrisie humaine. Le mot qui me vient, c'est magnétique. Carrément magnétique, oui. Il faut imaginer Anna Coupeau, dite Nana, l'enfant né dans la misère absolue, devenue la reine incontestée des nuits de Paris. La bascule est dingue, ouais. On plonge direct dans l'action. On étouffe dans la chaleur du théâtre des variétés, aveuglé par l'or, alors que la haute société halète devant l'apparition d'une actrice nue qui ne sait ni chanter ni jouer. Le pire, c'est qu'elle est vraiment mauvaise sur scène. C'est le paradoxe incarné. Une femme au cœur d'enfant, une bonne fille qui ravage des vies et détruit tout sur son passage sans aucune méchanceté intentionnelle. C'est complètement fou quand on y pense, non? Complètement. Surtout quand on réalise que l'enjeu dépasse de loin le simple destin individuel d'une actrice en vogue. Ce qui se joue en toile de fond, c'est le sort de tout un empire, le Second Empire, qui est littéralement en train de s'effondrer, de se fissurer et de se dissoudre entre les mains d'une seule et même femme. Et pour mesurer l'ampleur de ce naufrage, il faut vraiment qu'on revienne à la jeunesse de cette femme. Parce qu'on pourrait s'attendre à une manipulatrice née, non? Bah oui, un génie machiavélique qui aurait minutieusement planifié sa conquête de Paris. Mais c'est pas du tout ça. Elle émerge de la boue parisienne la plus noire. Ses parents, Gervaise et Coupeau, ont été laminés par la machine sociale, essorés par la fatigue de l'usine, les vapeurs asphyxiantes des lavoirs et l'alcool freleté. Elle a grandi sur le pavé, quoi. Sous les coups. Et d'un seul coup, sans transition aucune, on la retrouve propulsée sur la scène d'un des théâtres les plus prestigieux de la capitale. Et le contraste est d'une violence inouïe. La salle des variétés, ce soir-là, elle est bondée à en craquer. Il faut vraiment visualiser la scène. L'odeur de la poudre de riz qui se mélange à la sueur bourgeoise, la chaleur dégagée par les becs de gaz qui est juste étouffante. Les hommes ont les yeux rivés sur le rideau rouge, Et quand elle apparaît enfin dans le rôle de Vénus, la stupeur est totale. parce qu'elle n'a absolument aucun talent. C'est ça qui est fascinant. Ah, elle chante avec une voix fausse, criarde. Elle bouge sur scène avec la grâce d'une ouvrière fatiguée. Franchement, n'importe quelle autre comédienne se ferait anéantir par les sifflets. Et les huées d'un public aussi exigeant. Mais au lieu de ça, quand elle s'avance sur le devant de la scène, couverte uniquement d'un voile transparent et de l'or de ses cheveux dénoués, c'est une onde de choc électrique. Le silence s'abat sur la salle. Un silence lourd, presque poisseux. Les banquiers les plus cyniques, les aristocrates pétrifiés dans leur arrogance mondaine. Et même le prince de Galles, écrasé dans l'ombre de sa loge. Tous ont la gorge sèche, la bave aux lèvres. Personne ne respire. Ce n'est pas de la performance artistique. C'est de la magie noire, une véritable hypnose collective. Et c'est précisément ici qu'intervient l'explication psychologique et sociale de ce tour de force. Comment réussit-elle à les terrasser d'un seul regard? C'est la grande question. La réponse réside dans l'image viscérale de la mouche d'or. Imaginons un instant une grosse mouche charognarde. Mais au milieu des cadavres, au cœur des ordures. Exactement, dans la pourriture des faubourgs obscurs. Cette mouche prend son envol. Elle baigne ses ailes dans la lumière éblouissante du soleil, devenant magnifique, presque divine. Et elle vole directement vers les beaux quartiers. Précisément, elle entre par les fenêtres grandes ouvertes des palais de la haute société. Et par le simple fait de se poser sur la peau de ces hommes de pouvoir, elle les empoisonne. C'est le sang gâté, en fait. Voilà le venin accumulé par des générations de misérables qui remontent à la surface pour infecter l'élite. C'est une vengeance aveugle. Nana, elle ne prémédite rien. Elle est une force de la nature en mouvement qui ramène la pestilence des trottoirs parisiens directement au cœur des draps de soie de l'aristocratie qu'il a engendré. Et ce poison, il agit à une vitesse terrifiante. Parce que le sillage de Nana ne ressemble pas à un tableau de chasse amoureux classique. Ah non, c'est un champ de bataille fumant. Une hécatombe. Elle dévore les hommes et leurs capitaux avec une innocence destructrice. Prenez le comte de Vendeuvre, par exemple. C'est l'archétype du grand seigneur intouchable. Le summum du raffinement parisien. Mais son obsession pour la courtisane devient une lèpre mentale. Il est tellement à court d'argent pour entretenir le train de vie délirant de Nana qu'il commet l'impensable. Il va jusqu'à baptiser sa meilleure pouliche Nana pour le prestigieux Grand Prix de Paris à Longchamp. Et quelle scène! La tension à l'hippodrome est insoutenable. Le soleil tape fort, l'herbe vole sous les sabots. Et tout l'hippodrome, des bourgeois en haute forme, aux parieurs des bas-fonds,
hurle en chœur. Nana, Nana! Le nom de la prostituée devient l'hymne d'une nation entière en transe. La jument franchit la ligne d'arrivée en tête. L'euphorie est absolue. Sauf que l'odeur de la victoire se transforme instantanément en odeur de soufre. Car Vandeuvre a truqué la course. Acculé par les créanciers de sa maîtresse, il a corrompu les jockeys. Quand la machination est démasquée par le Jockey Club, c'est l'infamie mondaine absolue. Un homme de son rang n'y survit pas. Et sa sortie est d'une violence apocalyptique. Il ne s'enfuit pas. Il s'enferme de nuit dans ses propres écuries, au milieu de ses purs sangs. Et il y met le feu. C'est atroce. On s'imagine l'horreur de cette nuit-là, la fumée noire qui occulte le ciel, la chaleur féroce des flammes, Et les hurlements terrifiés des chevaux enfermés, qui périssent brûlés vifs avec leur maître au milieu de ce brasier incandescent. c'est la fin du monde pour une caste entière. Cette scène d'immolation est symptomatique de ce que provoque la mouche d'or, mais la destruction ne s'arrête pas aux vieux hommes corrompus. L'innocence elle-même est calcinée sur place. Exactement. Il y a le jeune Georges, un adolescent candide, d'une pureté presque douloureuse à regarder, qui croit vivre une idylle bucolique, un amour vrai avec elle à la campagne. Quand le voile se déchire et qu'il mesure la profondeur du gouffre de luxure dans lequel elle nage, la fracture psychologique est si violente. Qu'il attrape une paire de ciseaux et s'ouvre la poitrine au beau milieu d'une chambre. Un geste de désespoir absolu d'un enfant broyé. Pendant que son propre frère aîné, Philippe, le pilier de la famille, un officier droit et respecté, atterrit au fond d'un cachot militaire. Un homme de guerre qui abaisse son honneur jusqu'à voler dans la caisse de son propre régiment pour acheter le sourire et les faveurs d'une fille de joie. Cela nous oblige à faire une pause et à observer le mécanisme qui sous-tend ce massacre. On pourrait facilement condamner Nana en l'accusant d'être une sorcière. Mais en réalité, ces hommes courent avec frénésie vers leur propre abîme. C'est vrai. Le monde du Second Empire est une pomme pourrie de l'intérieur, recouverte d'un beau vernis éclatant. La morale s'est noyée dans une soif hystérique de consommation et d'apparence. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ça résonne avec la nature humaine à n'importe quelle époque. On se demande toujours comment des hommes censés être rationnels peuvent tout perdre pour une illusion. La réponse est cruelle. Elle n'est que le miroir qui reflète leur propre vide. Prenez le banquier Steiner. Lorsqu'il couvre Nana de diamants, ces pierres précieuses ne sortent pas du néant. Non, très loin des dorures de Paris, dans ces usines d'Alsace, il y a des centaines d'ouvriers noirs, de charbon, le visage ravagé par la suie. Qui suffoquent et s'épuisent dans le brasier des hauts fourneaux 14 heures par jour. Steiner saigne à blanc ses propres ouvriers. Il transforme littéralement la moelle de ces hommes en collier d'émeraude pour la peau fraîche de la courtisane. L'effondrement moral est systémique. La sueur des damnés finance la poudre de riz. C'est glaçant. Mais là où la destruction atteint des sommets d'humiliation et de torture psychologique, c'est avec le comte Muffat. Si Vandeuvre brûle physiquement, Muffat, lui, brûle de l'intérieur. Le cas de Muffat est sans doute l'étude psychologique la plus bouleversante de toute cette histoire. Au départ, c'est un homme figé dans la glace. Chamblant de l'impératrice, pieux jusqu'à l'intégrisme, il vit entouré de silence austère. Terrifié par la chair et la notion même de désir. Et d'un coup, il croise le regard fauve de Nana et tout son être se désintègre. C'est une démolition de fond en comble. Il ne se contente pas de devenir son amant, il devient sa chose. Son animal de compagnie le plus pitoyable. Il y a une scène dans sa loge, un huis clos d'une violence psychologique étouffante. Nana, prise d'un caprice hystérique, décide de le briser. Elle exige qu'il enfile son habit officiel de chambellan. L'habit couvert de médailles, de broderies dorées, le symbole absolu de la puissance étatique et impériale. Et une fois qu'il est sanglé dans ce costume, elle lui hurle de se mettre à quatre pattes. C'est irréel. L'un des dignitaires les plus respectés du pays rampe sur les tapis de la prostituée. Elle monte sur son dos comme sur une bête de somme. Elle le force à piétiner son propre uniforme, à ramasser ses mouchoirs avec les dents. Elle l'oblige à cracher sur tout ce qu'il a cru respecter. Et le plus insoutenable là-dedans, il en redemande. Parce que la fracture dans l'esprit de Muffat est béante. Sa vision du monde était manichéenne. Il séparait la sainteté inattaquable incarnée par son épouse, la comtesse Sabine, des démons de la chair. Mais lorsqu'il découvre par hasard que cette même épouse de haute noblesse le trompe allègrement, la frontière s'effondre.
Le monde n'a plus aucun sens moral. Dès lors, sa chute n'a plus de fond. Son esprit malade opère une bascule terrifiante. Puisque la vertu n'existe pas, il transpose son fanatisme religieux sur son anéantissement charnel. Lorsqu'il accepte les pires crasses de Nana, lorsqu'il essuie les regards moqueurs de tout Paris, il se persuade d'être un martyr chrétien. Il s'imagine nu dans l'arène, offert aux griffes et aux crocs des bêtes sauvages. La souffrance, la dégradation, la boue qu'il ingurgite deviennent pour lui un chemin de croix extatique. Il expie les péchés d'un monde mourant à travers la douleur qu'elle lui inflige. Mais attention, si on s'arrête sur ces images, on a l'impression d'être face à un monstre glacé, un prédateur impitoyable. Or, ce qui prend véritablement aux tripes dans cette histoire, c'est le renversement de perspective. Il faut regarder de l'autre côté du miroir. Derrière la mangeuse d'hommes aux dents longues, il y a une proie terrifiée. C'est ce qui fait la grandeur de cette tragédie. Nana est profondément humaine, prisonnière de ses propres contradictions. À un moment, en pleine gloire mondaine, alors que les princes s'agenouillent devant elle, elle claque la porte. Elle abandonne les rivières de diamants, les palais, les serviteurs. Tout ça par amour. Elle s'invente un rêve bourgeois, avec un dénommé Fontan, un acteur laid, sans grand talent, avec qui elle s'imagine couler des jours heureux et bohèmes. Une illusion qui se fracasse très vite contre la cruauté ordinaire. Le rêve tourne au film d'horreur en huis clos. Fontan se révèle être une brute épaisse. Les rires se transforment en hurlements. Il commence à la gifler pour une remarque, puis à la rouer de coups de poing de manière méthodique. Au point de la laisser couverte d'hématomes. Il l'escroque, lui vole le peu de bijoux qu'elle cachait, et pour finir, l'humiliation absolue, il la jette physiquement dehors sous la pluie glaciale. En lui hurlant d'aller tapiner sur les boulevards pour ramener l'argent de son dîner essa. La reine des nuits parisiennes redevient la fille des trottoirs crasseux. Et c'est là, dans l'humidité des ruelles borgnes, qu'on perçoit sa fragilité la plus intime. Elle est rongée par la peur animale des rafles de la police des mœurs. Saint-Lazare, la prison de Saint-Lazare, l'évocation seule de ce nom la fait trembler de la tête aux pieds. Pour elle, c'est l'abattoir. C'est l'endroit où l'on entasse les filles de joie, où on les tond vivantes, où on les broie sous la discipline. Imaginez cette femme majestueuse sur scène courir dans la boue, le cœur affolé, se cachant dans l'ombre pour échapper aux agents en civil, est une image poignante. On comprend qu'elle est traquée. Ce qui explique pourquoi sa sale véritable bouée de sauvetage n'est pas un aristocrate en quête de frissons. Le seul endroit où elle trouve un peu de chaleur humaine pure, c'est auprès d'une autre exclue. Satan, une petite prostituée de rue ravagée par la misère et la tuberculose. Leur passion, loin du regard rapace et prédateur des hommes, est presque naïve. Elles s'enferment pour se protéger mutuellement des coups et du froid du monde extérieur. C'est avec Satan que Nana révèle ses angoisses les plus secrètes. Derrière la façade de la femme fatale arrogante se cache une fille terrifiée par la mort, hantée par un ennui suffocant. Une jeune femme simple d'esprit, qui dévore des romans feuilletons à l'eau de rose, pleurant à chaudes larmes sur les malheurs d'orphelins fictifs, tout en détruisant des familles entières le jour. Elle cherche un amour immaculé dans un monde debout. Mais la tragédie est inscrite dans ses gènes. Le poison social est en elle. Elle ne choisit pas de détruire, elle est l'instrument aveugle d'une justice sociale terrifiante qui se retourne contre les élites. Et c'est ce qui nous amène à cette fin climax qui vous saisit à la gorge et refuse de lâcher prise. Vers la fin du récit, croulant sous des dettes qui frôlent l'absurde, alors que les cadavres de ses amants tapissent la capitale, elle prend une décision fulgurante. Une dissolution volontaire. Elle organise une vente aux enchères colossales. Elle vend ses meubles extravagants, ses robes de soie, l'argenterie, les calèches. Tout est dispersé. Et puis, elle se volatilise. Évaporée. Plus aucune trace de la reine de Paris. Pendant des mois, le vide absolu. Certains la disent entretenue par un prince russe dans des palais lointains. D'autres jurent qu'elle a été assassinée. Et soudain, poussée par un instinct viscéral, elle saute dans un train et revient clandestinement à Paris. Son petit garçon, Louisé, ce fils fantomatique qu'elle ne voyait jamais, est en train d'agoniser de maladie. L'instinct maternel la ramène directement dans l'œil du cyclone. Elle s'enferme avec le petit dans une chambre sombre du grand hôtel, refusant de l'abandonner. Mais la fatalité a posé ses griffes sur cette chambre. Une ombre microscopique, invisible et mortelle, flotte dans l'air lourd. La petite vérole. Au moment même où elle s'effondre de fièvre, dehors, sous ses balcons fermés, la rue explose. Les boulevards sont noirs de monde. Une foule parisienne en transe, emportée par un délire nationaliste suicidaire. Des milliers de poitrines hurlent à Berlin,
à Berlin. C'est l'entrée en guerre contre la Prusse. Une guerre foudroyante qui va, en l'espace de quelques semaines, raser complètement le Second Empire. Raser l'arrogance de Vandeuvres, de Muffat, de toute cette cour brillante. Et en parfaite synchronisation, à l'étage au-dessus de cette foule ivre de sang, la maladie dévore Nana avec une sauvagerie absolue. La chair dorée, éblouissante, qui a rendu fou d'amour et de douleur le monde entier, commence à pourrir sur ses os de son vivant. Elle fond, se couvre de croûtes immondes, devenant un masque de chair liquéfiée. La décomposition du corps féminin devient la métaphore parfaite et terrifiante de la décomposition de tout le système impérial. Que va-t-il rester de cette beauté ravageuse sous les cendres? Que va-t-il rester de ce monde qui danse au bord du gouffre? L'histoire s'arrête exactement là, suspendue dans l'horreur de cette chambre d'hôtel, avec le vacarme meurtrier de l'histoire qui hurle à travers les vitres. C'est vertigineux. Il est d'une urgence impérieuse, vitale, de plonger dans cette fresque féroce, pour ressentir la sueur, le vertige, l'odeur du sang et du vice de cette société malade. Lisez ce chef-d'œuvre. Vous n'en ressortirez pas indemne. L'image finale laisse une marque brûlante dans l'esprit. Si toute une civilisation, à l'apogée absolue de sa richesse matérielle et de son arrogance sociale, a pu être corrompue, agenouillée et détruite simplement par l'éruption de ses propres désirs refoulés, incarnés dans la chair et le rire tragique d'une seule fille née dans la boue, quelles sont les obsessions secrètes, les vices silencieux et inavouables qui grouillent aujourd'hui même sous nos pieds, attendant leur propre catalyseur pour faire s'effondrer le monde que nous connaissons? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.